Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers de la filière forêt-bois. Nous sommes ensemble pour 20-30 minutes maximum pour faire découvrir les métiers qui concernent l'aval de la filière. Donc, c'est ceux qui se situent après la scierie. Donc, les bois, une fois sciés, vont approvisionner des charpentiers, des menuisiers, mais aussi des industriels de la deuxième transformation, comme des panneaudiers. Nous avons la chance d'accueillir ce matin donc trois acteurs incontournables sur le Grand Est. Avant de leur donner la parole, donc pour rappel quelques chiffres, donc la filière forêt-bois du Grand Est, c'est plus de 11 000 établissements, près de 55 000 emplois. Donc c'est une filière dynamique avec un prévisionnel de 8 000 recrutements sur 2022. Donc la société Schilliger Bois est installée à Volgesheim dans le Haut-Rhin. C'est une des scieries résineuses françaises les plus importantes. Elle a fortement développé son activité de deuxième transformation, sur du lamellé-collé, les panneaux notamment. Monsieur Elliott Lebastard est présent parmi nous. Vous avez plus de 5 ans d'expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours et les raisons de vos choix professionnels? Donc, bonjour à tous, Elliot Le Bastard. Donc moi j'ai un profil un peu atypique puisque j'ai pas fait une formation, j'ai une formation d'ingénieur, mais pour accéder à ma formation d'ingénieur, j'ai fait une formation technologique. Donc j'ai fait à la sortie de mon collège, j'ai fait un lycée technologique avec une seconde easy. Donc c'était pas destiné pour faire S du tout, c'était vraiment technologique. À la suite de ça, j'ai fait un bac STI génie civil avec une section européenne anglais. Donc toujours technologique. Et j'avais dans l'idée à cette époque-là de continuer et de vouloir aller aussi travailler, euh, mais j'avais pas envie de faire de prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Donc c'était à l'époque où on commençait à parler un petit peu du matériau bois. Donc j'ai eu mon bac STI génie civil. Je voulais rester dans la construction, mais comme on entendait parler du matériau bois c'était dans les années 2008, ça, 2008-2010. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer mon cursus dans la construction avec une option sur le matériau bois. Donc c'est pour ça que j'ai fait un BTS SCBH, donc système constructif bois et habitat, donc 2 ans. À la suite de ces 2 années-là, donc j'ai eu mon BTS. À la suite de ces 2 années-là, je voulais continuer. J'avais toujours en tête d'intégrer une école d'ingénieur pour prétendre à avoir comment, un travail d'organisation, de gestion personnelle, etc. Donc il fallait passer par là. Je voulais toujours pas faire de prépa parce que j'étais pas quelqu'un qui était très très studieux à l'école, enfin pas studieux mais très scolaire en tout cas. Donc, j'ai fait des demandes pour entrer en licence professionnelle, en école d'ingénieur directement, notamment à l'ANSTIB, et également en prépa pour avoir une solution de secours. Donc, j'ai été pris en prépa et j'ai été pris, sélectionné en tout cas, sur dossier à l'école d'ingénieur, à l'ANSTIB, pour passer le concours, entrée. Et j'ai obtenu le concours d'entrée pour rentrer en école d'ingénieur à l'INSTIB. Donc j'ai fait 3 années plus une, puisque j'ai redoublé ma première année d'école d'ingénieur. Mais j'ai fait 4 ans à l'INSTIB, et donc du coup je me suis plutôt orienté à l'école d'ingénieur donc il y a une année de tronc commun, et puis j'ai pris 2 années surtout orientées, je dirais, constru et industrie, d'accord. Donc et à la suite de ça, j'ai intégré une première entreprise pour mon stage de fin d'études en tant qu'ingé méthode industrialisation. Donc j'ai fait mes 6 mois là-bas. À la suite de ces 6 mois-là, on m'a proposé un premier contrat. Donc évidemment, j'ai poursuivi dans cette entreprise-là en tant qu'ingénieur méthode industrialisation pendant une année et demie à peu près. Et j'ai pris de plus en plus part à la production. Donc c'était une grosse scierie, hein. C'était une grosse scierie industrielle aussi dans le centre de la France. Et donc, je me suis investi de plus en plus en production, et puis il y avait une opportunité puisqu'il y avait un départ à la retraite du responsable de production première transformation. Donc, j'ai pris petit à petit son travail pour m'occuper un petit peu de la production. Et à la suite de ces 3 années passées dans la première entreprise, j'ai changé de secteur. Donc, je suis toujours dans l'univers du bois, industrialisation du bois, mais je suis passé en seconde transformation chez Schilliger. Donc, ça fait bientôt 3 ans que je suis ici. Donc, responsable seconde transformation chez Schilliger. Donc, moi, je m'occupe vraiment de toute la partie
Valorisation du bois après sciage, donc où on a une activité de CLT notamment qui est importante et qui le sera de plus en plus dans les années futures. C'est certainement un produit phare de la construction et BMA et puis aussi une activité de rabotage. Donc voilà. BMA, CLT, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Est-ce que vous pouvez Alors, simplement le BMA, c'est du bois massif abouté. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sections de charpente, je dirais, traditionnelles. Et on fabrique des barres qui peuvent aller jusqu'à 13,50 m de long. Donc, une barre, c'est une poutre. Donc, on prend des sections de charpente qui sortent de la scierie qui font entre 3 et 5 mètres. On enlève les défauts avec une purge et on aboute ces fameux bois de charpente. On les colle pour en faire des barres qui font jusqu'à 13,50 m de bois, 13,50 m de long. Le CLT, Cross Laminated Timber, donc c'est un panneau 100% bois qui est fabriqué avec différents layers, donc différentes couches de bois. C'est toujours des layers qui sont un nombre de couches impair, donc 3, 5, 7, 9 plis. Et donc, on colle, on aboute et on colle des bois de façon à faire des panneaux 100% bois qui peuvent aller de 60 mm jusqu'à 400, 450 mm d'épais pour faire des dalles ou des murs pour ensuite fabriquer, c'est destiné à la construction, donc pour fabriquer des logements 100% bois en CLT. Donc ça peut être des maisons d'habitation pour particuliers, des collectifs, des petits immeubles, etc. Donc, on voit avec votre témoignage que il y a un certain nombre de parcelles possibles. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui recherchent une formation ou... Alors aujourd'hui, l'industrie du bois en France va tendre à se développer, puisqu'on est obligé de se développer, puisqu'on a une concurrence qui est très forte avec les pays germaniques, notamment l'Allemagne et l'Autriche, qui sont en avance par rapport à la France sur l'industrialisation du bois. Ils ont des usines qui sont très performantes, et aujourd'hui, en France, on est obligé pour concurrencer cette concurrence, les entreprises en France, dans l'univers du bois, seront obligées de se développer et d'inventer des nouvelles entreprises, d'avoir du nouveau matériel, d'avoir des usines qui sont très performantes comme celles des Allemands et des Autrichiens. Donc c'est vraiment l'industrie du bois en France va tendre à se développer encore plus. Donc ça va devenir de plus en plus important. En plus de ça, le matériau bois, c'est un matériau écolo. On va être de plus en plus obligé à l'utiliser dans la construction. Donc c'est un produit phare. Donc ça ne tendra qu'à se développer dans les prochaines années. Donc il va y avoir de grosses structures qui vont se monter en France. Il y en a déjà notamment qui se sont montées, des grosses scieries dans le centre de la France. Et il y a des projets d'investissement, beaucoup de projets d'investissement dans ce domaine d'activité. Donc c'est un milieu qui sera porteur, qui l'est déjà, qui le sera de plus en plus. Et on va avoir des partenariats avec des grosses entreprises, telles que des grosses entreprises de la construction, hein, telles que Bouygues, Eiffage, ils seront obligés de passer par là, par le matériau bois. Donc c'est vraiment une industrie qui va avoir tendance à se développer dans les années futures. Et il va vraiment y avoir un engouement des industriels en France pour se mettre à jour là-dessus et vraiment se développer. Donc, je vous propose maintenant de découvrir la société Le Bras Frère, qui est spécialisée en charpente et couverture, qui est au service des collectivités, des entreprises et des particuliers pour des travaux de restauration du patrimoine. Elle est investie notamment dans la rénovation de Notre-Dame. C'est une entreprise qui allie modernité et méthode traditionnelle. Monsieur Sébastien Gaon, pouvez-vous nous présenter du coup votre rôle au sein de cette structure et les différents métiers Bonjour, Sébastien Yaron. Je suis responsable du bureau d'études chez Lebras depuis maintenant 5 ans. Mon rôle de responsable, c'est on a tout un bureau d'études composé d'une dizaine de personnes. Donc notre rôle, c'est on va récupérer tout ce qui est plans qui ont été conçus par les architectes, les passer au calcul pour vérifier le dimensionnement et la stabilité des bâtiments qu'on va concevoir, les faire valider. On conçoit tout ce qui est assemblage qui tourne autour du bois, donc que ce soit les ferrures, les connexions ou autres. Et après, on fait tout ce qui est transfert machine, que ce soit pour la taille du bois ou la taille des ferrures qu'on réalise également chez nous.
Donc ça, c'est, on va dire, c'est plus la partie bureau d'études. On a tout un pôle de fabrication pour que ce soit la charpente, on va dire traditionnelle, ou pour de l'ossature bois, où on va assembler et isoler et on va de plus en plus loin jusqu'à mettre parfois le bardage, le pare-vapeur, les menuiseries et tout l'élément pour avoir un élément fini de structure. Et après on réalise aussi un peu tout ce qui est découpe plasma pour les ferrures, l'assemblage. Voilà. Donc ça c'est un peu, on va dire, les grandes lignes pour tout ce qui est structure bois. Après, on a d'autres métiers qui gravitent tout autour, donc que ce soit de l'échafaudage, la taille de pierre ou de la couverture. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, en fait, quand vous vous levez, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Alors généralement, on a des chantiers, on va dire assez particuliers. Il y a aucun bâtiment depuis que je suis là qui se ressemble. Il y a toujours des particularités, des choses, on va dire, à innover dedans, pour rechercher les meilleures solutions, toujours chercher à améliorer ce qu'on propose aux clients, la qualité de nos services, voilà. Et après, c'est les les constructions bois sont maintenant aussi de plus en plus hautes. Il y a 3 ans, on faisait partie des premiers à réaliser des R+7 en CLT. Actuellement, voilà, on va réaliser un R+16 qui va faire partie des plus hauts de France en bois aussi. Donc il y a une personne qui souhaite, qui s'intéresse pour sa fille, qui souhaite devenir dessinateur projeteur, qui voudrait savoir si vous acceptez les contrats en alternance et si oui, Alors, à partir de quel tout, niveau? alors tout à fait. En fait, pour tout ce qui est contrat en alternance, on prend soit dessinateur projeteur, ingénieur en bureau d'études. Courant d'année scolaire là, on a un stage de 2 mois prévu en juillet-août en ingénieur deuxième année, et on a un stage de master ABC de 6 mois, pareil à partir de mars. Malheureusement cette année on n'avait pas trouvé d'alternant. Parce que c'est quelque chose qu'on apprécie fortement, de pouvoir former la personne et de pouvoir l'intégrer à nos équipes par la suite. Parce que au moins, voilà, il y a l'échange entreprise école, et on sait que la personne elle convient au futur poste, on va dire. Dans les exemples que vous donnez, c'est plutôt des niveaux bac+5. Est-ce que pour un BTS, c'est quelque chose d'envisageable également ou pas? Alors là, comme c'était dit, dessinateur projeteur, c'est BTS licence pro, voilà, il y a pas de souci. C'est à vous. Donc du coup, nous allons et vous présenter la société Unsinger, qui est experte dans la construction des bâtiments en Alsace à ossature bois, de l'isolation écologique et de la menuiserie intérieure et extérieure. Elle propose du coup des grandes compétences dans les domaines de l'agencement, des faux plafonds, de la fabrication mobilier. Monsieur Harald Schork est avec nous. Vous êtes chef d'entreprise pour cette structure. Quel type de compétences et de personnalité recherchez-vous? Moi, aujourd'hui, j'ai toutes sortes de postes ouvertes. Forcément, je prends des ingénieurs et des BTS en alternance. J'en ai actuellement un qui est en ingénieur en alternance, qui reste après ses études chez nous, forcément, parce que, il est très bon. Il convient surtout aussi à l'ambiance générale des équipes, quoi. Il faut toujours que ça s'intègre bien. Ensuite, j'en ai 2 en BTS, un qui fait dessinateur et chargé d'affaires en BTS, et un autre qui fait montage en BTS en alternance, tout ça en alternance. Ensuite, j'ai une flopée d'apprentis dans la charpente et dans la menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, à l'atelier et à la pose. Donc, en gros, on cherche toutes sortes de postes, ingénieur bois en alternance, bac+2, menuiserie, agencement, des CAP, BIP, bac pro. Si les gens commencent un apprentissage chez nous, on les mène aussi loin qu'ils veulent. Et si possible, on les garde. Le chef de production, par exemple, chez nous, il a commencé son apprentissage chez nous.
Et son père, il est chef d'atelier, mais son fils est son chef maintenant. Donc, je favorise la promotion interne. Mais toujours est-il, je prends ceux qui sont bons. Ils restent en général très très longtemps chez nous. J'ai plus de départs pour départ à la retraite que des départs parce que les gens quittent la société pour aller ailleurs. Quel argument vous donneriez pour intégrer votre société? Comment vous vous différenciez peut-être par rapport à d'autres? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les motiver à intégrer votre structure et la filière finalement? Ouais, la grande différence par rapport à tous les autres, c'est qu'on fait toute l'enveloppe et aussi une bonne partie de l'intérieur. Donc, c'est vraiment très vaste. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le domaine le plus compliqué qu'on a chez nous, c'est pas la charpente, c'est l'agencement. Parce que là, c'est une multitude de pièces et des petites boutiques. Et on travaille régulièrement avec 120 000 références. Il faut savoir que la langue française compte à peu près 30 000 mots et nous, on travaille avec 120 000 références. Donc, c'est relativement énorme. Il faut être passionné pour ce métier et il faut toujours chercher d'autres solutions. Parce que les architectes, ils ont des idées qui sont parfois réalisables, parfois pas réalisables. Mais en tout cas, ils ont plein d'idées et il faut répondre à leurs demandes. Surtout parce que nous, les petits chantiers, les particuliers, c'est pas vraiment ça notre domaine. Nous, c'est en marché public. Hein, c'est notre carnet de commandes actuellement. On a du travail jusqu'à fin 2023. Donc, on peut un peu prévoir l'avenir sereinement. Motivation pour ceux qui veulent venir chez nous, c'est assez simple. Hein. Il faut aimer le métier, il faut s'intéresser au bois, il faut s'intéresser au travail manuel. Ça ne veut pas dire qu'un ingénieur doit travailler manuellement, mais un ingénieur chez moi qui dessine ou un BTS qui dessine, il monte aussi au moins 2 chantiers lui-même par année. Donc, il va sur le chantier. Et donc, on sent une vraie dynamique et puis une diversité finalement de responsabilités. Qu'est-ce que vous donneriez en termes d'arguments pour motiver les jeunes du coup à intégrer la filière forêt-bois? Et ben encore une fois, moi j'insiste sur le fait que c'est vraiment une filière qui va se développer, qui sera obligée de se développer avec des métiers qui vont se diversifier également. Donc voilà, aujourd'hui on cherche tout type de postes, aussi bien des conducteurs de CNC sur machine commande numérique que, comme disaient les interlocuteurs, des ingénieurs en bureau d'études, des ingénieurs sur le terrain, des ingénieurs en production. Enfin voilà, c'est vraiment un milieu vaste qui va se développer. Et donc aujourd'hui, moi je dirais que clairement, si un jeune a encore des doutes sur son évolution ou quoi que ce soit, c'est vraiment un domaine d'activité qui va se développer, qui va encore progresser. Donc il y a tout à faire. Effectivement, pour compléter vos propos, sachez qu'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, qui est la RE 2020, et qui favorise dans la construction l'utilisation de bois biosourcés et décarbonés pour une stratégie de neutralité carbone dans 2050. Bah oui, comme mon collègue l'a dit avant, c'est surtout un métier qui est en train de se développer. Après, il faut avoir la passion, la fibre bois, on va dire, comme on dit. Après, il y a de plus en plus de monde qui ont envie de se tourner vers l'écologie, vers des constructions un peu plus vertes. Et voilà, c'est de la motivation. Il faut que la personne elle l'ait. Derrière, toutes les entreprises du bois recrutent. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais faut que les gens en face, ils aient envie d'apprendre et qu'ils aient envie d'apprendre aussi. Oui, chez nous, il y a surtout l'aspect écologique. Ça commence dehors, avec nos tondeuses qui tondent le gazon. C'est pas des tondeuses, c'est des moutons. On utilise de préférence des isolations écologiques comme la fibre de bois ou la cellulose. Et il faut vraiment un peu me faire violence pour que
même en marché public, je mets autre chose. Ça fait depuis à peu près plus de 10 ans que je fais un peu le forcing dans ce domaine aussi pour avoir des matériaux écologiques. À l'extérieur, forcément, la fibre de bois, mais malheureusement, les réglementations françaises ne le permettent pas toujours. Il y a aussi d'autres petits handicaps comme l'ossature bois, en France, elle est adaptée aux dimensions des rouleaux de laine minérale, ce qui malheureusement est inutile et consomme un peu plus de bois que ce qui est nécessaire, parce qu'on pourrait amplement aller à une trame de 83,5 et en France on utilise du 63,5 parce que le rouleau de laine minérale il est comme ça. Donc il y a plein de sujets pour la construction en écologique. On n'utilise plus des fenêtres, ou nous on fait plus de fenêtres PVC, on fait que du bois ou du bois alu. Il faut s'y intéresser et il faut rester un peu conséquent du début à la fin dans l'application de ce souhait de faire plutôt en tout écologique ou de se plier à des exigences réglementaires qui demandent souvent des matériaux non écologiques. Du coup, je vous laisse aussi la parole pour savoir, vous, les types de formations autres que vous préconiseriez, ou en tout cas vers lesquelles vous vous tournez, vous, de votre côté, en termes de recrutement. Alors, nous qui sommes une industrie avec, enfin voilà, c'est une usine, hein, donc on cherche tout type de profil avec des formations différentes. Après, des formations dans le bois, c'est quand même mieux puisqu'on travaille le matériau bois. En tout cas, notamment pour toute la partie CLT, on cherche des personnes qui ont des BTS pour la commande numérique. Je dirais, le matériau bois, c'est pas de l'acier, c'est complètement différent. Mais tout ça, ça se travaille et ça s'apprend. On est à la recherche de profils qui ont des spécificités et des options sur le matériau bois, évidemment, notamment l'ENSTIB pour les licences pro ou les formations ingénieurs, autrement l'ESB aussi à Nantes. Mais on est aussi preneur de plein de choses. Je veux dire, un opérateur, un machiniste qui travaille sur une commande numérique, qui l'usine un panneau d'aluminium ou un panneau de bois, le métier restera le même. Par contre, le matériau n'est pas le même. Donc, après, les connaissances sur le matériau, tout ça, ça s'apprend. Je dirais qu'il faut des formations techniques, technologiques, et ça, on est vraiment à la recherche de tout ça. Effectivement, pour des machinistes, CNC, autrement des formations, je dirais un petit peu plus typées industrielles pour des BTS SCBH, construction bois, DRB autrement. Voilà, donc on est à la recherche de tout plein de profils. Vous avez l'ensemble des organismes de formation qui couvrent l'ensemble des métiers de la filière. Donc sur le site métier.tibois-grandest.com, sur la partie formation, vous retrouvez l'ensemble des coordonnées. Oui, pour la formation, il est pour nous, professionnels du bois, il est quand même beaucoup plus intéressant de prendre des gens qui ont commencé des formations dans le bois, quoi. C'est extrêmement rare que quelqu'un qui vienne d'un autre métier puisse s'épanouir dans notre domaine, hein. Il faut savoir que, à ma connaissance, actuellement, la filière bois emploie plus de monde en France que la filière automobile. C'est intéressant à savoir, quoi. On n'est pas petit du tout et la croissance, elle est beaucoup plus forte en France que la filière automobile, parce que nous, on va jamais produire en Chine. Nous, on va jamais produire en Roumanie. Nous, on va toujours rester ici. Ça, il faut le savoir. Pour ceux qui se lancent dans la filière bois, c'est un travail local qui n'est pas délocalisable. Donc, il y a forcément, chez les gars, ils souffrent parfois un peu des importations polonaises ou autres, mais le bras et nous, ce qu'on fait ici, personne ne peut le faire en Chine, parce que pour transporter en Chine d'un conteneur dans un conteneur, ce dont on a besoin ici, c'est strictement impossible, ni financièrement, ni techniquement. Donc, c'est ici que ça se passe et c'est des emplois qui sont assurés. Actuellement, je suis en train de structurer ma société pour les 50 années qui viennent venir. Ça me concerne plus moi, quoi. C'est pour les employés et pour ceux qui vont venir. Après, comme dit, des métiers qui viennent d'un autre horizon, parfois ils peuvent s'adapter. J'ai quelqu'un ici qui a fait un bac pro
en électronique et bah, lui, il est devenu chef d'équipe charpentier, mais c'est extrêmement rare. J'ai aussi une fille ici qui a fait un BTS en paysagiste et elle s'est découverte son amour pour la filière bois. Mais en entretien, il faut vraiment que je vois que c'est des gens extrêmement motivés et passionnés par la matière. Sinon, ça fait pas de sens. Les coûts de formation qu'on a chez nous sont quand même pas négligeables. Et donc on préfère quand même des gens qui se lancent, qui se disent ouais ça c'est pas délocalisable, c'est un métier qui va me plaire, c'est une matière qui va me plaire, c'est aussi un environnement qui va me plaire parce que on parle chez nous parfois un peu crûment et donc il faut savoir que c'est un travail de proximité. Qui est assuré, personne ne peut l'enlever. C'est un domaine qui a l'avenir en poupe. Nous, on a normalement la société, elle tourne avec un carnet de commandes entré dans les 14 à 18 millions d'euros. Actuellement, j'ai 29,5 millions. Il faut les faire, quoi. Et c'est un travail donc assuré pour jusqu'à fin 2023. Il y a très peu de monde qui a un carnet quasiment complet jusqu'à fin 2023. J'en prends encore, ça c'est sûr, parce que l'objectif c'est quand même dans les 20 millions par année à faire, mais pour l'instant signé jusqu'à fin 2023, c'est 29. Donc il faut quand même ceux qui se lancent dans le domaine, faut qu'ils voient ah ouais là je peux me faire mon trou. Merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, pour résumer, c'est vraiment une filière qui propose des emplois non délocalisables, car proche de la matière première, une diversité de métiers et d'environnement. C'est des gens qui, comme vous pouvez le voir, qui sont passionnés, qui aiment apprendre tous les jours et respectueux des enjeux environnementaux. Donc, si vous souhaitez être acteur de l'environnement, pensez à la filière forêt-bois.